Comment on reconnaît un bon préparateur mental? C'est une très bonne idée. Oui, mais c'est pas un vrai diplôme. Tu vois mon frère qui descend les escaliers avec son truc planté dans la gorge, il sent rien, tu vois. Moi, je savais que j'ai une compète de force athlétique, faut que je l'ai avec moi. Ouais, faut que je l'ai avec moi dans la salle de chauffe. Je vais péter les 300 soulevés de terre direct. Bah essaye, vois ce que ça donne, vois si t'es plus heureux et plus performant. Ah, je veux pas des trucs comme ça. Rien que d'en parler, je... Ah bah... mais c'est la famille, c'est la famille. Enchanté, vas-y. On est là. Ok, d'accord. Oui. Avant de commencer cet épisode, je tenais à remercier notre premier sponsor, Gymkey. Gymkey, c'est la solution pour délivrer la meilleure expérience de coaching possible pour vos clients. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer leur diplôme de coach ou sont peut-être déjà coach. Et croyez-moi, on connaît tous ce coach en salle de sport qui arrive avec son jogging trop grand, ses programmes faits au papier ou voire même en PDF ou WhatsApp à la limite. Arrêtez tout ça, ça fait pas pro du tout. Gymkey a la solution pour vous. Sur leur plateforme, vous pouvez créer facilement des programmes d'entraînement et de nutrition que vos clients pourront accéder directement depuis votre application. Oui, j'ai bien dit votre application. Vous en faites pas, c'est très très simple d'utilisation. Gymkey a tout pensé. Vous avez même des petits tutoriels à chaque étape pour être sûr que vous utilisez toutes les fonctionnalités de l'application et du logiciel correctement. Je l'ai moi-même testé. Je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus simple d'utilisation. Et vu que chez Gymkey, c'est des gens sympas, pour ce premier mois de collaboration avec le rendez-vous musclé, ils vous proposent moins 50%. J'ai bien dit moins 50% sur votre abonnement. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est cliquer sur le lien en description. Un grand merci à Gymkey de sponsoriser ce podcast. Et nous, on se retrouve avec l'invité. Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode d'Un rendez-vous musclé, le podcast pour les accros de la salle de sport et des sports de force, où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Si vous nous regardez sur YouTube et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner tout de suite parce qu'il y a encore plein de podcasts qui vont arriver. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Léa. Bonjour Léa. Salut. Je suis super content de te recevoir. J'ai un peu publié, teasé un petit peu que tu allais venir sur le podcast et j'ai eu pas mal de questions. Faut pas que je les oublie d'ailleurs, j'ai tout noté sur mon téléphone. Et ça fait longtemps, les gens qui écoutent le podcast depuis longtemps savent que je voulais recevoir quelqu'un, donc en te présentant, quelqu'un qui est préparateur mental. Mais je vais te laisser parler un petit peu de tout ça. Mais avant qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que c'est que ce métier, je voudrais que les gens te découvrent peut-être un peu plus. Donc tu as fait des vidéos déjà avec Nassim, peut-être que certains ont déjà vu ça. Ouais. Il y a un podcast qui arrive aussi avec lui. Moi, c'est comme ça que je t'ai découvert en repartageant une story. Mais avant que tu nous expliques ce que c'est un petit peu la prépa mentale et comment ça peut ou pas aider les sportifs qui nous écoutent, c'est quoi toi ton passé sportif? Est-ce que tu es sportif déjà de base? Je te pose la question, mais je me doute un petit peu de la réponse quand je t'ai vu arriver, tu vois. Ouais, bah écoute, écoute, le sport, il fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Grâce à mes parents, comme beaucoup, qui ont inscrit leurs enfants dans des cours de sport, j'ai découvert différents sports et puis je me suis un petit peu plus concentrée sur les sports de combat. Okay. Et puis la musculation qui est arrivée un peu dans ma vie pour me secourir parce que j'ai eu quelques opérations qui m'ont empêché de quoi? Où ça? Si c'est pas trop discret. Au niveau du pied surtout. D'accord. J'en ai une autre qui m'attend en septembre-octobre là. Allez, bon courage. Et voilà, pour une grosso modo une déformation qu'il fallait régler, donc voilà, ça a nécessité plusieurs interventions et la muscu s'est imposée comme le seul sport qui me permettait d'avoir une activité physique et de pouvoir tu vois, mêler un peu de rééducation, etc. Je pouvais pas tout de suite aller à la boxe et sautiller sur mes deux pieds, impossible. D'accord. Par contre, je pouvais travailler des squats à la salle de sport sans problème, quoi. Okay. Ah, donc ça, tu pouvais peut-être pas sautiller, mais tu pouvais quand même faire du squat ou des exercices de jambes et tout comme ça. Ouais. D'accord. Est-ce que ça t'a plu direct ou pas? Parce que souvent, y a des gens qui vont à la salle, testent et puis je m'ennuie, tu sais, ils sont pas piqués directement, tu vois, il faut un petit peu les forcer. Est-ce que toi, t'as eu ce problème ou direct? Non, j'ai été piquée carrément. Hein. Direct? Ouais, direct. Je sais pas, le fait, je pense, d'avoir des facilités de base m'a permis de prendre du plaisir assez rapidement. Ouais. Je pense que oui, les facilités ont fait que. Et ensuite, me sentir puissante, soulever du poids, c'est des choses qui m'ont fait parler à nos beaucoup de bien. auditeurs. Ouais. Du coup, tu vas faire du powerlifting ou pas? Du coup, j'y réfléchis de plus en plus. C'est vrai? Ouais. Ah, excellent ça. On va pouvoir en discuter, un petit training avec un pote qui devrait se faire dans pas si longtemps que ça, qui lui s'est mis au powerlift. Et, donc top. Voilà, je m'y intéresse un petit peu. Pour l'instant, c'est compliqué parce que ça me fait peur. Au niveau des blessures, je suis un peu réticente vis-à-vis de ça. Ouais. Je pense qu'il faut être
excellent sur la technique avant de pouvoir prétendre à soulever le lourd. Enfin, ouais, après, ça fait combien de temps que tu t'entraînes à la salle, ça fait bien 5-6 ans. Voilà, en 5-6 ans, je pense que tu as quand même... Ouais. Tu dois avoir une technique qui est pas trop dégueulasse, j'espère quand même. Bien, ouais. J'aime bien la propreté du mouvement, donc... Voilà. Ouais. Top. Ouais. Y a plus qu'à... En fait, il faut juste s'inscrire. Après, une fois que tu es inscrit, tu vas voir, tout roule sur des roulettes. Et puis, c'est bien. Je sais pas si tu as déjà fait des événements type un peu compétitifs, peu importe, hein, que ce soit power ou body ou crossfit ou j'en sais rien. Non, du tout. Mais ce qui est top, c'est que tu rencontres des gens qui sont aussi passionnés que toi, tu vois. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que dans les salles, tu as du tout venant. Tu as des gens qui sont hyper passionnés et tu as des gens qui sont un peu là, voilà, pour être dans l'optique santé, qui s'en foutent un peu. Et puis, tu as d'autres gens, ils sont là pour faire on sait pas trop quoi. Surtout dans les salles commerciales. Et l'avantage, c'est que quand tu te recrutes dans des événements comme ça, moi je trouve c'est que tout le monde est dans le même état d'esprit, tout le monde vient pour se dépasser. Et c'est génial de pouvoir rencontrer des gens qui sont aussi à fond que toi dans la muscu, quoi. Moi, c'est ça qui m'a séduit le plus dans le powerlifting dès le début, quoi. Retrouver une communauté, quoi. Exactement. Bah ouais, c'est génial. Exactement. Ouais. Top. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à professionnellement t'orienter dans le sport ? Eh bien, du coup, moi, initialement, donc, j'ai fait des études de psycho, donc je suis psychologue. Et en sortant de ces études-là, j'avais cette envie d'allier cette passion du sport avec ce métier de psychologue. Donc, j'aurais pu m'orienter vers psychologue du sport, de façon plus classique. Mais ce qui aurait été bien, c'est d'aller directement dans ce genre de filière appropriée. Dans certaines facs qui proposent ça. Moi, dans ma fac, c'était pas le cas. Et je suis tombée sur justement, tiens, la boucle. Je suis tombée sur une vidéo de Nassim qui a sorti une vidéo donc sur YouTube avec un psychologue qui parlait justement de prépa mentale. J'ai contacté ce psychologue qui avait laissé son adresse mail et en fait on a parlé de la formation de prépa mentale et j'ai suivi sa formation à lui, donc avec l'organisme Transfert qui est sur Paris. Et en fait tout a roulé d'un coup et me voilà avec mon statut de préparatrice mentale et de psychologue du coup. Ça a toujours été une volonté de t'orienter vers la psychologie ou t'es tombé dedans un petit peu par hasard ? Au lycée, c'était soit à la fin du lycée, c'était soit j'allais en art, soit je faisais autre chose de plus certain à ce moment-là pour moi. L'art, c'était trop vague. J'avais besoin d'avoir un métier plus concret, on va dire. Donc à ce moment-là, j'ai été charmée par l'idée d'aller en psycho. Donc, voilà. Ok. D'accord. Non, parce que c'est pas la plupart des potes que j'ai qui sont en psycho, ils se sont retrouvés un petit peu par hasard. Tu vois, mais je me dis, pour moi, c'est un métier où vraiment il faut aimer les gens, il faut aimer vraiment discuter avec les gens. Et je vais pas comparer le métier de psychologue à podcasteur, tu vois, mais je me dis que il y a un côté où vraiment il faut aimer avoir converser avec les gens et avoir des vraies conversations, pas, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'intrigue de ouf. Mais sur le métier du coup de préparateur mental, parce que du coup j'ai l'impression que c'est un peu comme le métier de coach sportif. C'est-à-dire que tu as des gens qui font des formations et qui ont des diplômes de coach sportif. Et j'ai l'impression que pour les trucs de coach, préparateur mental ou psychologue et tout, tu as un peu le même débat. T'as ceux qui font des formations qui sont reconnues par l'État et qui ont le diplôme. Et puis après, t'as ceux qui s'autoproclament coach de vie, coach lifestyle, coach mental. Et ça, c'est des formations qui sont pas reconnues. Est-ce que, du coup, toi, ton diplôme de préparateur mental, c'est un truc qui est reconnu ou pas, du coup, par rapport à ta formation de psychologue ? Oui et non. Effectivement, là, le diplôme que j'ai eu, c'est quelque chose qui est certifiant. Enfin, du coup, c'est pas un diplôme, ce n'est pas diplômant, c'est certifiant. Et oui, en fonction des formations et des formateurs, tu vas te retrouver avec un contenu totalement différent qui va t'apporter des choses, mais pas toujours la légitimité pour travailler vraiment dans ce genre de milieu. Je l'ai vu, les gens avec qui j'étais en formation, aucun n'était psychologue, certains avaient commencé des études, d'autres tentaient des reconversions et je l'ai vu, j'étais vraiment très heureuse pour le coup d'avoir ce background. Ah ouais, carrément. Est-ce qu'il y a ça se recoupe ou
dans ce qu'on a vu. Est-ce que tu as vu en prépa mentale et en psychologie? Ouais, bah du coup, on a vu de la psycho. On a des psychologues qui étaient venus pour nous donner des cours et faire un peu un état des lieux des bases de la psycho, tu vois, parce que c'est incontournable à partir du moment où tu travailles avec l'humain, en fait. Voilà. Et dans le développement de l'humain, de ses capacités et tout. Donc, comment tu fais, toi? Est-ce que toi, du coup, tu t'es tout de suite senti légitime parce que tu avais ce background en psycho, de t'afficher comme préparatrice mentale? Ou est-ce que même toi, tu as eu des gens qui t'ont dit oui, mais c'est pas un vrai diplôme, qui ont remis en cause cette légitimité? Alors, personne n'a remis en cause cette légitimité pour le coup. Maintenant, oui, ça se jouait plus entre moi et moi-même. Il y a eu un petit temps d'adaptation, voilà, mais je me suis pas... j'étais pas aussi peu confiante et aussi peu légitime que quand je suis sortie de psycho, pour le coup. Alors qu'il y a 5 ans d'études, il y a des stages et tout, mais... C'est ce que j'allais dire, parce que comment tu gagnes de l'expérience en psychologie? Parce que moi, j'ai fait une école de commerce, techniquement. Okay. Tu vas en stage en entreprise, boum, allez hop, 6 mois, t'as fait ton stage dans un bureau et t'avais un maître de stage et tout. En psychologie, comment ça ressemble à quoi, les stages? Il y a des stages... Parce que j'imagine que t'es pas en séance avec un psychologue et devant un autre mec qui fait sa séance, Si. D'accord. Mais il faut que les gens acceptent d'avoir un étudiant. Enfin, je me dis, ça doit pas être évident de se dire... Enfin, moi, je vais déballer ma vie, mes problèmes et tout, et je vois un petit étudiant derrière avec son calepin qui prend des notes, tu vois. Ouais, il y en a qui refusaient, ce que je trouve normal. Et puis d'autres avec qui ça se faisait sans problème. D'accord. Donc, on a 3 stages. Un premier en L3, qui est tout petit, qui est un stage de découverte. Un plus conséquent en M1, et puis un encore plus conséquent en M2. Mais ça reste des stages. Moi, je me suis toujours dit que, limite, même à la fac, il faudrait instaurer de l'alternance parce que tu ressors de là, tu te dis, mais là, je dois prendre en charge des gens de A à Z. Là, moi, je suis capable Je suis sortie, je sais pas, à 23 ans, un truc comme ça. Prendre des darons de 50 ans qui ont plus de vécu que toi. Enfin, tu vois. Ouais, comment tu te sens quand tu te retrouves justement avec des gens plus âgés et tout? Du coup, maintenant, c'est plus un problème parce que les connaissances, parce que l'expérience tout de même de quelques années qui font que, parce que des problématiques que tu retrouves chez des patients qui se recoupent, où tu as appris de ce que tu as fait avec eux auparavant. Donc, non, ça pose pas de problème. Tu sais, il y a aussi le patient qui choisit beaucoup son thérapeute. Et certains me disent justement que c'est un point positif que je sois plus jeune, parce qu'au contraire, quelqu'un de bien plus vieux, il se sentirait un peu infantilisé. D'autres, donc non, chacun y trouve son compte finalement. Bien sûr. Ok. Est-ce que toi-même, du coup, t'as été où tu es, suivi par un psychologue ou un préparateur mental? Ouais, un psychologue pour le coup, carrément. C'est ce qui est préconisé à fond depuis la fac. Voilà, pour prétendre prendre en charge des gens, il faut être un minimum stable soi-même. Donc, l'idée, c'est de régler ses soucis avant, pour pas le faire en séance avec les patients, les pauvres. Donc, voilà. Mais par contre, pas en prépa mentale. Parce que pas eu l'occasion forcément de passer de l'autre côté, quoi. Après, on va en parler, mais je pense que du coup, il y a pas mal de techniques qu'on peut faire aussi déjà soi-même pour se rassurer. Ouais, carrément. Du coup, parfaite transition. C'est quoi le métier de préparateur mental? Le métier de préparateur mental vise à exploiter les capacités de l'individu pour lui permettre de performer, d'être au maximum de ses capacités. C'est lui permettre de se décharger de tout ce qui peut le parasiter, comme le stress, l'angoisse, etc., pour qu'il soit en pleine possession de ses moyens et qu'il puisse vivre le moment pleinement, quoi, vraiment. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que ça s'adresse qu'à des sportifs professionnels? Parce que je pense que moi, en tout cas, c'est l'idée préconçue que j'avais au début, quoi. Que ça s'adressait qu'aux sportifs professionnels. Oui et non, dans le sens où ça va être plus évident pour les pros
eux dans un contexte de compétition en permanence, d'aller voir un prépa mental pour travailler là-dessus. Mais effectivement, en fait, le tout venant peut y avoir recours, que ce soit pour des petites compètes interclubs, peu importe, ou je vais plus loin que ça, que ce soit pour aussi celui qui veut passer son permis de conduire et qui stresse à mort, quoi. Ça me parle de ouf. Ouais. C'est mon cas il y a moins de 3-4 mois, donc Ok, d'accord. je compatis. S'il y en a qui sont dans cette solution, n'hésitez pas. Je brûlais des cierges et tout. Il m'a fallu 3 fois pour le passer, donc. Ok, ouais. Mais ça va, maintenant, là, ça y est, Mais en vrai, tu sais que je pensais pas, mais c'était vraiment un gros stress pour moi, tu vois, ouais. dans ma vie. Alors bon, les gens qui doivent se dire, si ton plus gros stress dans la vie, c'est ton permis de conduire, ça va, tu vois, c'était pas trop mal, et c'est vrai, ils ont raison, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'avoir recours à ce genre de... Ça m'étonne pas qu'il y ait des gens qui aient recours à, je sais pas, par exemple, de l'hypnose, de la préparation mentale, pour ce genre d'épreuve, tu vois. Ouais, la sophro aussi, c'est pas mal. C'est quoi la sophrologie ? La sophrologie, c'est toutes les techniques qui vont te permettre de te relâcher, de te détendre, de travailler des exercices de respiration, etc. Est-ce que l'acupuncture, ça en fait partie ou pas ? Non, c'est encore une autre pratique. Sûrement que des sophrologues pratiquent l'acupuncture. Il y a moyen, ça doit exister, carrément. Mais voilà, c'est nous, on a vu un peu de sophrologie justement à la formation de prépa mentale parce que on travaille aussi avec des exercices de respiration, de visualisation, beaucoup. Voilà, ce genre de choses. Est-ce que les gens qui viennent te voir, c'est quoi le profil des gens qui viennent te voir ? Alors, en ce moment, moi, je suis... on avait, pendant la formation, un stage aussi à faire que j'ai fait avec un boxeur. Et puis, en fait, moi, je me suis tournée assez naturellement vers les sports de combat. Voilà, c'est ça. Bah, bien sûr, j'imagine que ça t'aide. T'es déjà plus sensible à leurs problématiques, etc. C'est normal. J'ai moins d'atomes crochus avec les joueurs de tennis. Non. Non, je pourrais... Là, il n'y aurait pas de souci, tu vois. Il n'y aurait pas de souci. Mais le joueur de tennis, bien qu'il puisse y avoir des problématiques hyper intéressantes, il faudrait vraiment que moi, je fasse un travail pour apprendre précisément comment se joue le tennis, toute la technique, la stratégie, ce que je connais déjà en sport de combat. En tout cas, je suis beaucoup plus à l'aise. Donc, il faut quand même que le préparateur ait une expertise dans le sport qu'il conseille plutôt que c'est pas des conseils généraux, quoi. Ouais, moi je trouve, on va pouvoir te dire que non, mais moi je pense que pour que tu aies de la crédibilité face aux sportifs, faut qu'on puisse parler le même langage, tu vois. Je me vois pas. Et puis, j'imagine que, par exemple, la pression que tu ressens pour un sportif de combat, le stress avant de monter dans le ring, c'est tellement spécifique à aucun autre truc dans la vie. J'ai déjà écouté des sportifs, des mecs qui font des sports de combat qui comparaient ça à la pression que tu as quand tu es un soldat et que tu vas au front, tu vois, parce que tu sais que tu peux mourir sur le coup, quoi. Donc j'imagine qu'un préparateur mental qui prépare un mec qui, du coup, te dit que j'ai du stress quand je vais monter dans le ring, si toi, t'as jamais vécu ça, ça peut être un peu compliqué de pouvoir s'identifier ou de pouvoir appréhender l'ampleur du trauma, je pense. Bah ouais, c'est ça. Et puis vraiment, faut que le sportif, il puisse placer toute sa confiance en toi aussi, tu vois. Donc c'est vraiment une question de crédibilité, de langage. Comme tu dis, c'est important de pouvoir s'identifier. Et voilà, si le mec peut être un super préparateur mental, mais si effectivement il suit un boxeur et que lui, son sport de prédilection, c'est le golf, voilà. Pas la même vie, ouais. Non, c'est clair, c'est clair. D'accord. Donc, est-ce que c'est eux qui viennent te voir avec une problématique précise ou est-ce qu'ils viennent un peu en mode la prévention ? Je sais pas trop pourquoi je suis là, mais on m'a conseillé d'avoir un préparateur mental, donc me voilà. Ça dépend. Pour le coup, je travaille avec le club de judo de Vanves. Ok. Et du coup, chez eux, ça a été... donc, on est 2 prépas mentales. Et donc, on a été présenté comme un point de ressource pour les athlètes, tu vois. Et donc, c'était un petit peu à eux de se lancer, d'aller vers nous. Sauf pour ceux qui étaient repérés comme ayant des difficultés. Dans ce cas-là,
Toi, tu vas, c'est obligé. Ouais, voilà. À la fin du cours, hop, Allez, tu vas y passer parce que là, il y a des choses à régler. Okay. Donc, en fait, ça dépend. J'en ai eu un qui m'a sollicité plus par curiosité qu'autre chose. Donc, on a fait un petit peu le tour. On a fait le bilan sur un peu tous les points à voir en prépa mentale, on va dire. Et puis, bon, on s'est rendu compte que tout allait bien, mais on est venu renforcer certaines choses. Mais le mec avait pas forcément besoin d'une préparation mentale. Ouais, c'est ce que il était hyper bien câblé, juste très curieux, quoi. Ok. Ouais. Donc, est-ce que ça sert de venir voir un préparateur mental justement comme ça par curiosité, ou c'est quand même mieux d'y aller quand tu as vraiment une problématique à traiter pour la personne lambda qui fait du sport? En fait, c'est une question compliquée finalement là, parce qu'il y a aussi tout ce qui se joue du côté de l'inconscient, c'est-à-dire que tu peux être persuadé que tout va bien, mais l'être intimement persuadé, te dire que non, t'en as pas besoin, et puis découvrir sur le tas finalement que effectivement, si ça serait pas de refus d'avoir un petit coaching mental. Donc finalement, j'ai envie d'inviter un petit peu tout le monde à se lancer, que ce soit pour une séance ou 2 séances ou 3 séances, et puis pour un vrai suivi, peu importe, mais pourquoi pas tenter, quoi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, par exemple, comme aller chez le psy, régulièrement, tout le temps, pour une durée potentiellement indéterminée, ou est-ce que c'est quelque chose qui va être très spécifique? Par exemple, tu sais que tu as une échéance dans 6 semaines, et ben tu vas faire que des séances pendant 6 semaines, et puis après t'arrêtes. Ouais, c'est plus cadré. C'est plus cadré. Il y a vraiment tout un truc qui s'organise autour des objectifs de l'athlète. Tu prends vraiment un calendrier avec les compétitions de prévues et les objectifs à court, moyen et long terme. Et en fonction de ça, tu t'organises. Après, du coup, vu que j'ai la double casquette, des fois la prépa mentale bifurque un peu sur de la psycho, et dans ce cas-là on entame quelque chose de plus thérapeutique à plus long terme, quoi. Donc vraiment c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure en permanence, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Du coup, pour une première séance, quel genre de questions tu poserais? Est-ce que tu fais plutôt un bilan, un état des lieux de la personne? Ou c'est quoi comme genre de questions que tu poserais? Ouais, c'est plus un état des lieux, comme tu dis. C'est ce qu'on appelle l'anamnèse, ce qu'on retrouve en psycho et en prépa mentale. C'est vraiment la première étape. Tu viens un peu questionner l'histoire de l'individu. Effectivement, pourquoi il est là, et puis tu retraces un petit peu son vécu, son parcours pour le sportif, du coup, son parcours perso, pro, et son parcours sportif aussi. Et puis tu viens dessiner le portrait un petit peu de cette personne-là pour aller cibler ensuite les problématiques. C'est là la deuxième étape où effectivement tu viens identifier les problèmes à régler, entre guillemets, et après tu passes à l'action. Toujours passer à l'action, c'est bien. Ouais. Est-ce que tu as identifié des problèmes qui sont récurrents chez les sportifs? Ouais, le stress. Le stress, la gestion du stress en tout cas, puisque les sources de stress ne sont pas les mêmes pour chacun. C'est plutôt la gestion du stress, la gestion des émotions qui revient assez fréquemment, où les gens se sentent un peu dépassés par tout ce flot de choses qu'on ressent. Comment on fait la différence entre un bon stress et un mauvais stress? Parce qu'il y a un état... Le stress, c'est bénéfique, c'est normal de ressentir du stress, surtout quand on va avoir, par exemple, pour les sportifs, une échéance, une compétition. La plupart des gens qui nous écoutent font de la force athlétique. C'est normal d'avoir du stress sur la plateforme, c'est juste votre corps, tu m'arrêtes si je me trompe, mais qui se met dans un état d'hyper-alerte, et justement, montée d'adrénaline, tu vas être plus en plus concentré, plus en possession de tes moyens. Mais à quel moment cet état bénéfique se transforme en je suis complètement désemparé et je perds mes moyens, quoi? Eh bien, comment on peut faire la différence entre les deux? Eh bien là, c'est vraiment... Au sujet lui-même, c'est à toi vraiment de voir effectivement quand est-ce que ça te dépasse. Il y a effectivement, tu dis très bien les choses, il y a ce stress qui est moteur finalement, qui te fait entrer dans cet état de vigilance où t'es concentré, t'es là au bon endroit, tu sais pourquoi t'es là, et puis ce stress il vient de donner un peu de pulsion, tu vois. Et puis il y a cet autre stress, ce mauvais stress qui va lui plutôt
te figer. Lui, il est plutôt nourri par la peur. Et la peur, pour le coup, c'est une émotion qui fige, qui te tétanise, quoi. Ouais. Donc, c'est plutôt là où tu perds tes moyens. Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Quel conseil tu aurais pour quelqu'un, je sais pas, il passe un examen, le permis, par hasard, pour qui, je sais pas, il sent que le stress commence à s'emparer de lui, pour qu'il puisse se recentrer et reprendre possession de ses moyens? Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des exercices à faire? Ouais, bah le plus pratique, le plus abordable, on va dire, c'est les exercices de relaxation. Pas de méditation, parce que là, c'est vraiment autre chose et c'est quelque chose de plus pointu, de plus précis, mais voilà, exercices de relaxation, exercices de respiration, de relâchement, des exercices où tu te reconnectes avec ton corps, avec ta respiration, ton rythme cardiaque. Mais voilà, ça va être vraiment quelque chose à expérimenter en amont de la compétition. Genre, si ça t'arrive, c'est déjà trop tard, c'est ça que t'es en train de me dire. Si ça t'arrive pendant, c'est foutu, c'est finito. C'est-à-dire que si tu vas avoir des choses à mettre en place pendant l'action, mais ça se prépare aussi avant. C'est-à-dire que tu lâches pas quelque chose en pleine action sans avoir travaillé, bossé avant, l'exercice. Parce que là non plus, tu vois, c'est pas une question de talent, c'est vraiment une question de travail. Tu entraînes ton mental à tu vois, tu câbles, tu reprogrammes un petit peu les choses pour que de plus en plus, à force d'entraînement, ça devienne automatique. Donc, faut mettre des choses en place longtemps avant l'action, juste avant l'action, pendant l'action et après l'action aussi, tu vois. C'est vrai que nous, surtout les mecs qui font de la muscu, enfin quand je dis les mecs et les filles, je pense, on passe énormément de temps à s'entraîner sur notre corps et très peu de temps pour la plupart des gens à s'entraîner sur notre mental, cerveau, peu importe comment vous voulez l'appeler, alors qu'en soi, l'un ne va pas sans l'autre. Et on est toujours là à se dire, renforcer son corps et son esprit, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour renforcer son esprit, tu vois, par lire des livres? À ton avis. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Hein. Ouais. Je fais genre c'est pour les autres, mais c'est un peu pour moi aussi, tu vois. Toi, tu vois, si tu dois parler de ton expérience, tu parlais de lire des livres. Moi, je lis beaucoup. Enfin, beaucoup, c'est faux. J'essaye de lire plus. Après, des livres de développement personnel, beaucoup de livres business, on va pas se mentir. Et un truc que j'ai commencé à faire, c'est la manifestation. Je sais pas si toi tu pratiques ça ou tu y crois spécialement, mais c'est-à-dire que, pas dans le sens où je vais dire allez, là il va apparaître un verre d'eau et ça va apparaître, tu vois, mais dans le sens où j'écris mes objectifs et vraiment je me vois manifestation mêlée à visualisation, tu vois. Je me vois réaliser déjà l'action, tu vois. Elle n'est pas arrivée que je me vois déjà en train de le faire ou déjà en train de réaliser cet objectif, tu vois. Et mine de rien, j'ai l'impression que c'est un truc que je fais. J'ai fait une vidéo, les gens qui veulent aller voir sur ma chaîne principale, où j'ai fait mes objectifs de 2022, tu vois. Et en fait, j'ai créé un template où tu écris tes objectifs personnels, tes objectifs de vie, tes objectifs business et tout. Et rien que le fait en écrivant, j'ai l'impression que ça met quelque chose en place dans ton cerveau, tu vois, qui fait que, en fait, tout au long, du coup, des actions que tu vas entreprendre après par la suite, tu vas savoir quelle action va t'amener à cet objectif-là, tu vois. Le fait d'avoir fait ce travail de préparation en amont, alors vous l'appelez comme vous voulez, soit de la planification, soit de la visualisation, et ben quelque part, quand je me retrouve face à deux choix, tu vois, par exemple, est-ce que là tu vas sortir des trucs très concrets, hein, est-ce que là tu vas sortir boire un verre, ou est-ce que non, tu vas rentrer chez toi, te coucher tôt, et demain tu vas pouvoir bosser. Et ben tu sais quelle action il faut faire pour accomplir cet objectif. Après, ça veut pas dire que tout le temps tu feras le bon choix, tu vois. Mais en tout cas, tu fais le choix en connaissance de cause. Alors qu'avant, j'avais l'impression que quand je faisais pas ça, je me laissais un petit peu flotter, tu vois. Comme un espèce de bout de bois dans la rivière, et je me laissais aller un petit peu au gré des événements, au gré des choses qu'on me proposait. Et depuis que je fais ça, j'ai l'impression d'avoir repris une espèce de pouvoir de décision sur mes choix, en tout cas de faire mes choix en pleine conscience que en soi, avant, j'avais pas l'impression de faire. Ça, c'est génial, déjà. Et puis, t'arrives à... ouais, très, très bien. T'arrives à parler d'un avant et d'un après. Donc, tu vois l'effet que ça a eu pour toi. C'est super. Et ça, c'est tout à fait de la prépa mentale. Hein. Ça, t'es carrément... Allez, là. Donc, ce qui est cool, c'est qu'effectivement, maintenant, on a pas mal d'outils à portée de main pour mettre en place des choses de manière autonome. Ça veut
pas dire que tout le monde peut le faire. Toi, tu as sûrement les ressources J'ai l'impression que c'est beaucoup d'autodiscipline aussi. Et beaucoup de conscience de soi. Ouais. En fait, j'ai l'impression que les gens qui sont un peu perdus, c'est parce qu'ils se connaissent pas eux-mêmes. Tu vois. Oui. Et à partir du moment où tu as fait cet effort d'apprendre à te connaître qui tu veux, surtout qui tu veux devenir, et ben après tout s'aligne un petit peu tout seul. Tu vois. Tant que tu te comportes de façon à être aligné avec toi-même. Ouais. Mais le plus dur, c'est d'arriver à cet état de conscience de soi. Tu vois. Toi, est-ce que tu dirais que alors je sais que c'est un process qui, tout au long de la vie, on peut jamais vraiment se connaître à 100%, mais est-ce que tu dirais que tu t'es trouvé, genre, ta mission, ta vision dans la vie, où est-ce que tu veux aller? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Après, j'ai des idées plus flottantes, mais oui, je pense réellement bien me connaître. Et enfin, tu vois, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis vue en pleine séance de sport, en fait. Et j'ai tu vois, je pense au discours que je me fais dans ma tête en pleine séance de sport. Je sais où je dois aller dans les mots que je me dis, tu vois. Je sais ce qui marche pas. Et rien que ça me fait dire que oui, j'ai tellement appris sur moi. Grâce à la psycho, de toute façon, tu es obligé d'en passer par là. Grâce au travail qu'on te demande de faire sur toi en allant voir un psy. Grâce à la prépa mentale, puis grâce au sport en lui-même. Hein. Ouais. Tu te parles pendant tes séances Ah, je me parle, ouais. Qu'est-ce que tu te dis? Je me dis des phrases d'encouragement, beaucoup. Mais tu vois, j'ai un discours très, très directif. Vraiment, c'est fais ça, quoi. Fais ça. Est-ce que tu as tendance à te parler un petit peu mal? Peut-être pas mal, non. Non, mais je pense qu'il y a des mecs qui doivent se dire, tu vois, allez, t'es une merde, vas-y, fais une brève de plus, tu vois. Ouais, bah ça, tu vois, j'irais pas. Ouais, je pense que. Après, encore une fois, c'est négatif. En tout cas, tu vois, ça l'est pour moi, dans ma conception des choses. Mais si pour ce mec, c'est ce qui fonctionne, bah pourquoi aller chercher ailleurs, en fait? C'est là où... Tant que c'est pas cassé, on continue. Ouais, c'est ça. Il y a 1 million de méthodes, il y a tout un discours qui te fait te concentrer sur justement tout ce qui est positif, toutes les pensées positives, etc. Ouais, je veux bien, mais faut pas oublier, comme je te disais, le cas par cas. Et si pour le mec, effectivement, se traiter de merde, ça le fait avancer, je suis désolée, mais je vais pas aller à l'encontre de ça. Ce serait pas logique, quoi. Ouais, c'est vrai. En fait, il y a les deux. Il y a les gens qui ont besoin d'être frottés dans le sens du poil, d'être encouragés, et c'est normal, tu vois, d'être motivés. Et puis, tu as les gens qui réagissent un peu ce que j'appelle la mentalité du soldat. Souvent, en musculation, c'est OK, donne-moi le programme, tac, j'ai le programme, et maintenant j'exécute, et quitte à qu'on me mette un petit coup de fouet, ça me motive. Tu vois. Après, le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne toxique dans le sens où tu fonctionnes que comme ça, et que si t'es pas là à taper le fouet pour te faire battre ou à t'insulter, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, tu commences à y croire, tu vois. Si tu es tout le temps dur avec toi-même, et moi, je ne suis pas autant dans le sport, peut-être que je le devrais. Certains me disent que je m'entraîne pas assez dur, tu vois. Mais sur le côté business, création de contenu et tout, je suis hyper dur avec moi-même sur le côté productivité, tu vois. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur le podcast, mais souvent, je me dis... si j'ai pas fini ma to-do list, je me dis mais t'as rien fait de la journée. Alors que rétrospectivement c'est faux. Tu vois. Genre j'ai fait des trucs, tu vois. Mais j'ai toujours cette mentalité du extrême, du tout ou rien. Et je trouve pas le juste milieu, tu vois. Je sais pas si c'est un truc sur lequel tu peux travailler, genre avec un psychologue, un préparateur mental, mais... Et attention, c'est pas forcément que négatif, parce que c'est cette mentalité-là qui m'a fait arriver là où je suis, et qui a fait que j'ai ce côté perfectionniste, cette attention dans les détails et tout. Mais j'ai l'impression que ça me sert autant que ça me dessert, tu vois. Ouais, peut-être qu'il y a 2-3 notions à travailler, comme l'indulgence avec toi-même, le regard que tu portes sur toi, la comparaison que tu peux faire entre toi et ton travail, celui des autres. Si, forcément qu'il y a un travail à faire de ce côté-là, ouais, carrément. Parce que je me dis, c'est toujours plus
c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est toujours plus facile d'être dans les extrêmes que d'être dans le juste milieu, tu vois. Ouais. Je prends toujours l'exemple de la tablette de chocolat, je dis c'est quoi le plus dur? C'est de pas toucher à la tablette de chocolat ou de juste en manger un carré, Ouais, tu vois. ouais. Et pour moi, le plus facile, c'est de pas toucher du tout. Parce C'est que si je mange un carré, je sais que je vais terminer la tablette, tu vois. Mais oui. Et sauf que le problème, c'est que c'est toute ma vie qui est comme ça. Donc, Ben ouais, et pour beaucoup, finalement, pour beaucoup. Ouais. Ouais, le juste milieu, c'est... l'équilibre, c'est le Saint Graal hein, pour beaucoup, effectivement. Donc, on travaille beaucoup à ça en préparation mentale. Par contre, on reste réaliste. C'est-à-dire que même si on vise un équilibre, ton curseur, il va toujours être mouvant, quoi. Ouais. Tout bouge, tout est en perpétuelle évolution, que ce soit toi, ton environnement. Et donc, les deux en association, t'imagines bien que tu peux pas être toujours sur un point central fixe. Tu vois, être bien... Non, ça bouge et tu apprends dans le travail à accepter justement ces mouvements-là, à les apprivoiser, à les accueillir, etc., à y donner du sens aussi. Ouais. C'est important. Ouais. J'essaierai de bosser là-dessus, du coup. Ouais, carrément. Dans l'acceptation de la flexibilité. C'est pas mon synonyme. Hein. Hugo, flexibilité, mais on va essayer d'y travailler. Je voulais te faire réagir à un truc, c'est que j'avais vu une vidéo sur YouTube. Là, on rentre dans la performance et tout. Des mecs, justement, qui faisaient de la force athlétique, qui faisaient un max soulevé de terre. Ouais. Et il y avait, c'était sur la chaîne de Rudy Koya, s'il y a des gens qui veulent aller regarder, il a fait venir un hypnotiseur. Donc les mecs ont fait un max au soulevé de terre. Et imaginons, il fait 200. Il s'est fait hypnotiser. Il a refait son soulevé de terre en étant hypnotisé. Il a fait genre 210. Et je me dis, mais à combien... En fait, nos performances, on pense qu'on est limité physiquement, genre là, je peux plus. Mais en fait, c'est le mental, en fait, parfois. Et je me dis, mais... Est-ce qu'il y a des trucs à faire pour débloquer ça? Est-ce que toi, ça te surprend déjà d'entendre ça avec l'hypnose, que ça peut faire des trucs comme ça ou Non, carrément pas. L'hypnose, c'est incroyable. T'es déjà fait hypnotiser? Je me suis déjà fait hypnotiser. J'ai fait un stage d'initiation à l'hypnose. Donc, je le pratique pas parce qu'il me faudrait une formation bien plus pointue. Mais t'arrives à t'auto-hypnotiser? Mais alors non plus parce que je me suis pas entraînée parce qu'il y avait d'autres priorités, mais ouais, l'auto-hypnose carrément t'es ton premier terrain d'entraînement si tu veux, donc ouais, autant commencer par là. L'auto-hypnose c'est top, et ouais, l'hypnose en général c'est un truc de malade. Mais je me dis, si ça marche aussi bien, pourquoi on le fait pas tous? Tu sais, avant la compétition, hop, tac, vas-y, va soulever 10 kilos de plus. Bah vas-y. Qui est prêt là, à se faire hypnotiser? Moi, ça marche pas sur moi. Enfin, en tout cas, à chaque fois qu'on a essayé sur moi, ça... Vas-y, raconte. Alors, j'ai un ancien moniteur de colo qui a passé son diplôme d'hypnotiseur. Et en fait, on était tombé sur une vidéo de lui sur Facebook et on dit, mais attends, c'est notre moniteur de colo. Il hypnotisait les gens comme ça. Il allait dans la rue, séance d'hypnose gratuite et tout. Ouais, il arrivait, tac, les gens, il faisait faire ce qu'il voulait. Donc, du coup, on l'a recontacté et on s'est posé à 5. Et au début, pour voir qui était réceptif, il faisait, tu sais, le truc pour rapprocher les mains, là. Et ça marchait vite fait, mais ça marchait à peine. Et après, tous les trucs, ça n'a pas du tout marché. Il essayait de faire des trucs et tout. Alors que certaines potes, il arrivait à claquer des doigts et elles s'endormissaient, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'en fait, de base, je suis quelqu'un qui est très sceptique et réfractaire. Donc en fait, si tu essaies de m'hypnotiser, dans ma tête, je vais tout faire pour dire t'y arriveras pas, tu vois. Donc je me dis, est-ce que ça peut marcher sur tout le monde ou est-ce que si t'es sceptique, c'est mort? Il y a vraiment un tout petit pourcentage de personnes chez qui ça fonctionne pas du tout. Maintenant, oui, tu le dis bien, en fait, l'hypnose, ça part quand même du lâcher prise. Et si t'as tes barrières de défense blindées tout autour de toi, bon, ça va être difficile. Après, un mec qui est très fort, tu vas pas lui résister, hein, clairement. Tu crois? Ouais. Genre Mesmer, c'est mort, il arrive là. Ouais, je pense que Mesmer, ouais, je pense qu'il s'occupe de toi facilement. Ah ouais, tu penses que tout le monde... Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a des mecs qui sont hyper doués pour ça. Il y a celui vers qui je me suis tournée au départ, c'est Dan Debex, qui a une école d'hypnose à Paris. Lui, il est incroyable, quoi. Vraiment. Il a réussi à t'hypnotiser Ouais. Il t'a fait faire quoi? Moi, j'étais allée le voir au salon de la médecine douce à Paris et donc il avait une petite scène et je suis montée sur scène avec plusieurs personnes. Il y avait une poignée qui tenait au centre et c'était une poignée de porte ronde classique et il nous a tous hypnotisés pour nous faire croire que c'était quelque chose de brûlant, quoi. Et
tous autant qu'on était, impossible d'approcher le truc, quoi. T'es consciente Ah ouais, je suis consciente. Ah ouais, je suis là, j'ai les yeux ouverts. Le mec, il nous a juste parlé pendant 5-10 minutes. Et puis, en fait, il fait monter la température. Il explique que... Toi, tu sens que ça chauffe, le truc, il chauffe, là. Ah ouais. Et il nous expliquait d'ailleurs que pour certains, ça peut même, s'ils vont jusqu'à toucher malgré tout, ça peut créer des cloques et tout. Quoi Si, carrément. Non. Si, carrément. Tu peux ressentir une douleur physique Ouais. d'un acte d'hypnose. Ouais, comme l'inverse du coup. Moi, à ce jour-là, mon frère est monté sur scène et lui, il s'est fait transpercer la gorge, là, par une aiguille comme ça. Et Attends. Une aiguille, la gorge. Ouais. Déjà, pourquoi il a accepté de faire ça? Je sais pas, peut-être qu'il était déjà sous hypnose dans le public, tu vois. Vache. Et il a rien ressenti. Rien ressenti, ce qui était en plus hyper drôle parce que à la base, mais attends, mais ça fait mal. Enfin, t'as des cicatrices toi, après, non? Non, rien du tout. Incroyable. Pourtant, bon, c'était pas ultra épais, ça faisait pas. C'était genre une épingle à nourrice ou c'était un peu plus épais quand même. Et puis long, quoi. Et ce qui est drôle, c'est que ce mec, Danny Dan, avant, il faisait de l'hypnose de spectacle quand il était plus jeune. Ouais. Donc il a l'habitude un petit peu de la scène. Et, en fait, il a fait une petite blague. Il a fait semblant de lui retirer et il lui a dit ok, c'est bon, tu peux aller te rasseoir. Et tu vois mon frère qui descend les escaliers avec son truc planté dans la gorge. Il sent rien, tu vois. C'était à mourir de rire. Oh putain. C'était incroyable. Ah, moi jamais, finis tout. Okay. Donc non, l'hypnose c'est pas mal, hein. Il faut que Danny Dan, la prochaine fois que j'ai une compète de force athlétique, faut que je l'ai avec moi. Ouais, faut que je l'ai avec moi dans la salle de chauffe là, parce que je vais péter les 300 soulevés de terre direct. Ouais, grave. Non mais voilà, il y a des praticiens plus doués que d'autres, comme pour tout, comme il y a des bons et des mauvais dentistes, etc. C'est comme ça. Donc voilà, mais pas du tout de surprise quand tu me dis que le mec a fait plus sous hypnose, quoi. Ok, putain. Ouais. Du coup, transition toute trouvée. Comment tu reconnais un bon préparateur mental d'un mauvais préparateur mental? Sans chier sur tes collègues, bien évidemment. Ouais. Ah, pourtant, j'en avais envie. Non, c'est une blague. Ah, après, pas du tout. Non, pas du tout. Comment on reconnaît un bon préparateur mental? C'est une très bonne idée. Je pense que ce qui est fondamental, c'est que le mec que tu as en face de toi ou la nana doit avoir des principes et des valeurs qui te correspondent. Il doit respecter certaines choses, la confidentialité. Tu dois trouver chez lui des valeurs humaines qui te permettent d'avoir une relation de confiance. Ça, c'est indétournable. Il faut que ce mec-là, qu'un préparateur mental puisse respecter ton rythme aussi, tu vois. S'il essaye d'aller plus vite ou s'il est dans le confort avec toi, ça va servir à rien. En fait, je pense que tu dois te sentir en confiance et tu dois sentir que le mec t'a bien cerné, tu vois. Je dis le mec assez naturellement, mais on se comprend. Okay. Voilà, le prépa mental doit bien te cerner. Comment on reconnaît faut pas que tu le sentes à côté de la plaque, en fait. Faut que... Combien de séances tu devrais accepter, entre guillemets, de chauffe avant de te dire ok, lui c'est le bon ou lui c'est pas le bon, tu vois. 4-5 séances. Ok. Donc en 4-5 séances, tu peux déjà juger si tu penses que c'est la bonne personne ou pas. Ouais, avant ça, tu rentres pas dans le dur, tu rentres pas réellement dans le vrai travail de mise en place d'exercices, de protocoles, de discipline, etc. Ouais. Avant ça, comme on disait, tu poses le décor, tu fais l'anamnèse, tu retraces le vécu, tu parles de tout ça et ça peut prendre un certain temps tout de même. Donc 4-5 séances, faut se laisser ce temps-là pour voir si ça passe. Ouais. À quelle fréquence tu dirais que... Est-ce que ça arrive déjà, enfin je pense que oui, mais de découvrir que les gens ils viennent pour de la prépa mentale, en fait tu te rends compte que leur problème ça vient en fait d'un trauma qui fait plus appel à tes compétences de psychologue que de préparation mentale. Très vite je m'en rends compte. Hein. Ouais, ça arrive souvent? Dès la première rencontre, ouais, carrément. Ouais, ça arrive très, très fréquemment. C'est pour ça que ce background du psychologue, merci quoi. Ouais. Merci. C'est ton avantage.
Ouais, je suis beaucoup plus en confiance. Après, c'est un avantage comme un inconvénient parce que celui qui n'a pas la formation de psychologue, du coup, il va pas faire cet écart-là. Parfois, c'est essentiel, parfois, ça ne l'est pas. Moi, je vais être tentée de le faire parce que je suis attirée par le côté thérapeutique. Tu vois, j'ai envie d'aider les traumas d'enfance, voilà. les problèmes de père, de mère. Bah ouais. Est-ce que ça revient quand même souvent à ça? Ouais. Souvent? Ouais, carrément. Putain. Ouais. Il y a des problèmes de l'actuel, mais bon, il y a beaucoup de choses qui remontent. Ouais. Bah, quand t'es enfant, t'es une feuille de papier vierge, quoi. Et donc, t'es modelé par ton environnement, par les personnes autour de toi qui s'occupent de toi. Et les premières personnes, c'est les parents, quoi. Tu dirais, c'est quoi l'attitude de changement que t'as après, disons, tes 15-16 premières années, quoi? Est-ce que tu penses fondamentalement, la question générale du coup, c'est est-ce que tu penses fondamentalement que les gens changent ou est-ce que tu penses que tu es déterminé après tes 15 premières années de vie? Non, tu changes, mais pour certains, c'est facile et fulgurant. Vraiment, il y en a, tu fais quelques séances, ils mettent les choses en place, c'est carré. Et il y en a, c'est vraiment difficile, quoi. Il y en a, ils sont plonger dans leur névrose et en sortir, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est quoi la différence entre ces gens-là? Est-ce que c'est juste une question de volonté? Ou est-ce que c'est vraiment qu'ils ont un trauma plus lourd que les autres? Ou quel genre de différence tu fais entre les gens qui arrivent, tac, ils ont une séance avec toi, bim, ils mettent en place, ils exécutent, et ceux qui ont un peu plus de mal, tu vas devoir les forcer, tu vas leur dire toutes les semaines, alors t'as fait ça? Bah non, machin. Il y a un peu des deux. Bon, si les personnes sont là, c'est qu'il y a un minimum de volonté. Il y a quand même quelque chose qui fait qu'ils sont préparés au changement tout de même. Mais ça reste quand même plus une question de capacité. Il y en a pour qui les portes peuvent s'ouvrir assez facilement et pour d'autres, c'est vraiment laborieux. Les traumas sont tellement lourds que c'est compliqué. Ouais. Comment tu t'y prends du coup pour ceux qui sont un peu plus durs, les huîtres un peu plus dures à ouvrir que les autres? Patience, acharnement, parfois. Tu vas y arriver là. Ouais. Et puis tu te concentres sur les petites victoires du coup, parce que si ça n'avance pas du tout. Bon, c'est rare que ça n'avance pas du tout, de toute façon. Donc, effectivement, tu repères les petits changements, même si c'est sur une année, si c'est un tout petit truc. Et puis après, ce qui peut être nécessaire, c'est de réorienter vers quelqu'un d'autre, parce que ça peut pas se faire avec toi, parce que t'es pas la bonne personne, parce que tu lui renvoies pas quelque chose qui permet de s'identifier correctement pour avancer dans le travail. Donc tu réorientes, sinon voilà quoi. Ouais. D'accord. Ok. Top. Il y a un sujet que je voulais aborder avec toi aussi. Ouais. Un peu plus perso. Je sais pas si tu veux en parler, mais tu me dis. Ouais, c'est que sur ton compte perso, j'ai vu une photo de la Get in Step. Énorme. Et je me suis dit, c'est drôle. je connais bien, puisque moi, c'est vrai moi je suis plus du côté drop in bass. Mais c'est la famille, c'est la famille. Vas-y, on est là. Ok, d'accord. Oui. Du coup, j'allais te poser la question, mais je connais un peu la réponse, j'imagine. Du coup, est-ce que tu fais souvent la fête? Ouais. D'accord. Ouais. Moi aussi, du coup. Ouais. Et j'ai un petit peu cette dichotomie en moi que j'arrive pas à résoudre. Ouais. Dans le sens où 90% du temps, je me lève à 5h30, je vais courir le matin, je charbonne, je taffe, putain de discours de motivation, etc. et tout. Et le week-end, je sais pas ce qui se passe. Et toute cette énergie, elle transfère dans un dégénéré qui s'appelle C'est pas moi. Je sais pas comment il s'appelle, mais c'est pas moi, tu vois. Faudrait que tu lui donnes un petit prénom, ce serait cool. Et non, parce qu'après, ça le rend encore plus réel, tu vois. Je peux encore me cacher. Ah, donc tu veux le... Je sais pas. Okay. Non, mais en fait, j'ai cette dualité, tu vois, en moi qui... Attention, c'est pas un problème, tu vois. Quoique, je pense qu'à une période, c'était un problème. Maintenant, c'est sous contrôle, tu vois. Mais j'ai ce besoin d'extérioriser, tu vois, en soirée. Ouais. Et tu vois un peu les drops, les Getty Steps, c'est des soirées un petit peu intenses, tu vois. Ouais, carrément. Et du coup, je voulais savoir... Ça rejoint ce problème d'être toujours dans les extrêmes et de ne pas trouver le juste milieu, tu vois. Est-ce que... Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, au fond, est contre-productif, tu vois.
Parce que je me dis, si t'étais pas sorti ce week-end, peut-être que t'aurais pu. Déjà, tu t'aurais pas de gueule de bois, donc t'aurais pu t'entraîner après le lendemain, ou t'aurais pu bosser sur telle vidéo, ou truc comme ça. Mais d'un autre côté, si je le fais pas, je vais accumuler jusqu'au moment où il va vraiment falloir que, tu vois, j'y aille. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu... Parce que j'imagine que tu es dans cette même optique du sport, d'être la meilleure version de toi-même, d'essayer de mener une vie saine. Mais d'un autre côté, tu as ce côté un peu spécial qui fait que de temps en temps, il faut que j'ai une soirée. Comment toi, tu gères ça? Est-ce que tu arrives à le gérer ou est-ce que tu... J'arrive à le gérer, mais effectivement, il y a un peu de culpabilité. Le début de la semaine est rude. Franchement, vu que les soirées, c'est souvent le samedi soir, parfois c'est le vendredi soir, mais c'est souvent le samedi soir. Dimanche, t'as un légume. Dimanche, légumes. Et lundi, compliqué aussi. Et puis bon, plus t'avances dans l'âge aussi, plus j'ai 27 ans. Je vais dans pas longtemps sur mes 28. Bon, je suis jeune, hein, mais effectivement, tu récupères pas comme quand t'avais 20 ans. Donc, c'est vrai. C'est une vérité, franchement. Avant, je pouvais enchaîner les week-ends, je faisais des vendredis-dimanches. Ah ouais. Et puis, mais ça, c'était avant. Maintenant, il faut que je prévoie la soirée. Ok, tu me dis 2 mois à l'avance, ce sera tel jour. C'est ça. Et puis après, 3-4 jours après. Ouais, c'est ça. Mais alors, moi, je fonctionne beaucoup comme ça pour moi et avec mes patients. C'est que je fonctionne beaucoup au compromis. Effectivement, si en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de tes objectifs aussi. Si je dois parler de moi, pour l'instant, avec mes problèmes de pieds, etc., je suis pas dans la haute performance. Là, je vise une progression et tant que je progresse et que je me vois progresser, c'est bien. Je sais que je vais me refaire réopérer. Bon, voilà. C'est pas idéal. Donc du coup, j'arrive à faire ce compromis de... T'arrives à aller taper du pied le week-end en soirée. La semaine je charbonne et les week-ends, et encore, c'est pas tous les week-ends. Bon, voilà quoi. Mais dès qu'il y a une prochaine au Trabendo, on y va, tu vois. Mais ouais, du coup, c'est la semaine, je me tue vraiment. Hein, je fais pas semblant. Il y a pas un entraînement où je ressors, je transpire pas, où je me suis pas butée, où je me suis pas challengée, tu vois. Ouais, vraiment. Donc, le week-end, je vois mes amis, je m'amuse, je prends du plaisir autrement. Je prends du plaisir au sport, mais là, je prends du plaisir autrement. C'est du lâchage total. Donc, pour l'instant, je compose bien avec ça. Par contre, effectivement, pour le sportif, peut-être qui prépare une grosse compétition, j'aurais tendance à dire à voir. Faut peut-être... Ouais, je sais pas. Moi, j'ai toujours ce truc de culpabilité de me dire, en fait... j'en parle aussi, du coup, avec d'autres personnes, avec ma mère, notamment, qui me dit, c'est de ton âge, tu vois, c'est normal, 25 ans, de sortir t'amuser, c'est vrai. Quoique encore, tous les gens qui ont pas forcément dans des soirées comme ça, tu vois. Mais j'ai toujours cette culpabilité de me dire, j'ai des modèles, tu vois, des gens qui... là où je voudrais aller, tu vois, encore une fois, on revient sur cette idée d'avoir fait son plan, de savoir où tu veux aller. Et ces gens-là, et personne ne boit, tout le monde va se coucher tôt, et personne ne sort, tu vois. Donc je me dis, alors évidemment, c'est pas tous les gens qui ne boivent pas, ne sortent pas, qui vont être successful. Et encore, chacun a sa définition du succès, tu vois. Par contre, tous les gens qui sont successful, ils lisent tous des livres, ils vont tous se coucher le samedi soir et ils se lèvent tous à 5h30 du matin, tu vois. Donc, vraiment, je me dis, mais... tu vois, est-ce que en maintenant ce lifestyle, t'es pas en train de te tirer une balle dans le pied, quoi? C'est la question. Là, tout bêtement, ce que je peux proposer de faire, c'est de tester. C'est-à-dire toute la vie, que ce soit dans tous les domaines, tout fonctionne par essai-erreur. Donc, pourquoi pas te dire, ok, je m'accorde, je sais pas, allez, 3 mois. 3 mois où je fonctionne comme ces mecs qui n'ont que ça dans la vie, etc. Et tu vois ce que ça donne sur tes perfs. Ça va être incroyable. je sais pas, c'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Après, ouais, il y a des mecs pour qui c'est évident parce que ils n'aiment pas forcément sortir ou c'est pas de cette manière-là qu'ils s'amusent. J'en discutais justement avec Nassim. Par exemple, lui. Lui, son plaisir, c'est de manger tôt et se coucher tôt, quoi. Vraiment. Vraiment. Genre, il a pas de plaisir. Alors, de manière
plus exceptionnels où il peut effectivement. Quoique, il va en soirée aussi parfois. Hein. Je l'ai vu, j'ai vu des stories, il était à Printworks, là, c'est une boîte à Londres. Ouais, mais ça, c'est. Oui, c'est une fois dans l'année. Voilà, c'est exceptionnel, alors quoi. Que moi, ouais, c'est trop. Toi, c'est pas une fois dans l'année, j'imagine, c'est une fois par mois, quoi. Là, c'est parce qu'aussi, il y a eu le Covid, pendant 2 ans, on pouvait rien faire, donc j'ai l'impression qu'on rattrape les 2 ans à balle. C'est pour ça. Ouais, ou c'est peut-être une excuse de dire ça. Non, vraiment, pour le coup, c'est une parenthèse. Non, je rigole, mais. Mais non, c'est clair. Donc ouais, pour toi, par exemple, si ça te rend tellement curieux, si c'est vraiment une question que tu te poses, essaye, vois ce que ça donne, vois si t'es plus heureux et plus performant à ne pas sortir pendant 3 mois, être discipliné au max du max. À voir. Maintenant, si naturellement tu t'es dirigé vers des soirées, etc., pour être avec tes potes, te décharger un peu, c'est sûrement que tu en as besoin aussi. Ouais, donc, appuie-toi sur tes expériences. Essaye. Très bon conseil. Ouais, vraiment. Très bon conseil, je vais appliquer ça. Pas ce week-end, du coup, peut-être. Pas le week-end d'après, parce qu'il y a les Solidaires aussi, mais. Mais peut-être. À la fin de l'été. Ouais, voilà. Ça commence déjà. Oui, non, mais. Quand je t'ai dit la différence entre ceux qui exécutent les conseils et ceux qui exploitent. Ouais, dans 3-4 mois, ouais, t'inquiète. Mais... Pas tout de suite, je commence après, ouais. Putain, c'est ça. Okay. Ouais. Un autre truc que je voulais voir aussi avec toi, c'est. Je suis allé voir du coup sur ton site web et je trouve que ta landing page est super bien faite. Ah, cool. Et je me dis, mais est-ce que tu as eu une formation en background en marketing ou en truc du web ou pas du tout? C'est pas moi qui ai fait. Parce que je me dis souvent, quand on est un créatif ou qu'on a des métiers comme ça, tu peux avoir les compétences effectivement du coup, mais c'est dur après le côté marketing, le côté bien se vendre. Il y a des gens qui ont du mal. Et toi, je trouvais que ta page a été, je sais pas qui l'a fait du coup, mais tu pourrais lui dire un grand bravo parce que je trouve que c'était vraiment clair et tout, et bien foutu. C'est une amie de Nassim, justement. Je lui ai demandé conseil quand je voulais sortir mon site. Je lui ai dit, tu connais pas quelqu'un Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Il y a eu un choix. Un choix commun de certaines choses, mais le boulot a été fait par quelqu'un d'autre, effectivement. Moi, parce que je me dis, tu es en indépendante, et un truc, quand tu passes sur le modèle d'être indépendant, surtout quand tu as un métier qui n'a rien à voir avec la vente, c'est qu'on t'apprend pas, surtout quand tu es freelance, à te vendre. Tu vois, toi, tu te dis, ouais, j'ai cette compétence-là, les gens, ils vont venir d'eux-mêmes parce que je suis qualifié, tu vois. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche, la vérité. Non. Donc, comment toi, t'es en indépendant, t'es pas en cabinet ou t'es en... Je suis en cabinet aussi, ouais. T'es en cabinet aussi, mais t'es aussi en indépendant. C'est quoi un petit peu la parité de ton travail Du coup, donc moi, après les études de psycho, j'ai travaillé en institution, et puis très vite, j'ai eu envie d'être indépendante, donc j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur. Et comment t'as fait du coup pour te mettre sur le marché des préparateurs mentaux, c'est pas vraiment ça, mais pour te dire salut, j'existe, moi aussi je viens d'ouvrir mon truc et venez voir, tu vois. En faisant du sport moi-même, en côtoyant des sportifs. Voilà. Tout de suite, je suis allée distribuer mes cartes, j'en ai parlé, les réseaux ont fait que, la vidéo avec Nassim, le podcast avec Nassim, voilà, ça fait un peu de pub. Aujourd'hui, ça va m'en faire un peu aussi. Enfin, tu vois, il y a... Ouais, non, mais voilà, tu fais parler de toi de différentes façons. Mais oui, en étant à côtoyer des sportifs de plus ou moins haut niveau, de différents sports, etc. Ça aide, on parle de toi à gauche, à droite, et puis du coup, c'est comme ça aussi que je suis rentrée dans le judo, et on m'a dit, vas-y, on monte un club, on a un projet, est-ce que tu veux faire partie du staff? Ouais, carrément. Puis voilà. Hein. D'accord, ok. Là, sur les réseaux, il y a une page qui s'appelle Training Judo, qui veut bosser avec moi, donc on est en train de préparer des vidéos ensemble. Eux, ils vont sortir un protocole pour la rentrée, pour la préparation à la compétition. Je vais être inclus dedans. Il y a différents trucs. Du coup, je bosse aussi pour Nassim. Je filme des vidéos de formation sur la préparation mentale. Ah, sur sa formation à lui de coach. Ouais. Donc voilà, ça prend... Ça t'a pas donné envie de créer ta chaîne YouTube? Et du coup... Allez là. Ouais, un peu. Let's go. Ouais, un peu, ouais, j'aime bien, ouais. Ouais, j'aime bien. Ça marcherait bien, je suis sûr, parce que je voyais pas beaucoup de contenu comme ça en français.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, peut-être. En tout cas, de mémoire, là, j'ai personne qui me vient à l'esprit. Ouais, il y en a quelques-uns quand même. Hein. Tu tapes prépa mentale sur YouTube, tu trouves quand même pas mal de bien contenu. sûr, je trouve tout sur YouTube. Ouais, mais ouais, pourquoi pas une chaîne comme ça j'aimerais bien aussi faire un truc sur la psycho, tu vois. Ouais, bien sûr. J'avais pensé à faire des espèces de speed thérapie. Est-ce que tu connais elle est anglophone, elle s'appelle Julie Smith. Ah non. C'est une psychologue et pendant le Covid, du coup, elle a commencé à faire des petits TikTok. C'est Okay. maman, hein, elle a 30 ans passés, elle a des Ok. enfants et tout. Elle allait coucher ses enfants et le soir, elle faisait des petits TikTok speed, psychologie et tout, machin. 20 millions d'abonnés en moins d'1 an. Ah ouais, ok. Et maintenant, elle fait, je sais pas si elle fait que ça et tout, mais elle a écrit un bouquin et tout que je recommande d'un genre, ça s'appelle, putain, faut pas que je me foire, j'aurais voulu qu'on me dise ça plus tôt. Ah, et en fait, pas mal, c'est ouais. très bien fait parce que c'est très pratique pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire. Gorgée, excusez-moi. C'est organisé sous forme de chapitres de vie et par thématique en fait. Donc tu as par exemple première thématique le stress, deuxième thématique l'anxiété, troisième thématique le deuil. Et en fait tu vas à la thématique qui t'intéresse sur le moment, t'es pas obligé de le lire dans l'ordre, tu vois. Ok, ouais. Et vraiment je kiffe et c'est toujours des conseils très pratiques et elle met sur ça en perspective avec la vie de tous les jours, tu vois. Ok. C'est pas de la théorie abstraite et tout. Et c'est vraiment sous forme de tips pratiques. Et donc je recommande ce bouquin. Et même toi, si tu veux te lancer à faire du contenu comme ça, ce qu'elle fait, je trouve que c'est vraiment bien. Bah ouais. Faudrait que, effectivement, que je Julie m'inspire. Ouais, Julie Smith. Ok, j'irai voir. Donc, parce que ça marche de fou sur les réels, les TikTok, les gens qui font genre 5 conseils pour un machin. Ouais, mais là aussi, je trouve, tu vois, faut être un peu formé. Ouais, bien sûr. Et pour le coup, quand tu sors de psycho plus, toi tu parlais des études de commerce, de marketing, etc. Où tu apprends à vendre les choses et à te vendre aussi. En psycho, on est à des kilomètres, des années-lumière de ça, sûr. Quoi. Bien sûr. Donc, mais toi, t'as un peu plus de background déjà, t'as déjà fait des vidéos, tu vois. un petit peu, mais de là à me sentir à l'aise, là aussi légitime, parce que c'est toujours cette belle question qui revient. C'est la problématique, ça. Ouais. Donc pourquoi pas je pense que petit à petit, je vais prendre des conseils à gauche, à droite, faire des tentatives, voir ce que ça donne, et puis je me lancerai. Hein, mais c'est toujours le flip de se retrouver dans l'océan du digital. Tu viens de la place. Ouais. Regarde, fitness, au début, déjà il y a 5-6 ans, on se disait, mais il n'y a plus de place. Ouais. Tu vois, petit à petit, tu fais ta niche. Donc l'avantage, c'est qu'il y a tellement de plus en plus de gens qui sont sur YouTube, de plus en plus de gens qui découvrent le fitness ou la psycho ou la préparation mentale, que en fait, ça bénéficie tout le monde. Tu plus d'auditeurs, plus de... Ouais. Donc faut pas se raisonner comme ça. Tu fais ton truc. Et puis toi, l'avantage, c'est que, en tout cas, l'élément d'autorité, l'expertise, tu l'as déjà. Parce que tu as déjà pratiqué. En plus, tu as la double casquette, comme tu as dit, de psy et de préparateur mental. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Ouais. Comme tu dis, la légitimité, c'est plus personnel plutôt que vis-à-vis de Tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, ouais. Non, bah, hâte. Ouais. Ça, une vidéo, comme ça je mets en description du podcast. La chaîne carrément, YouTube ou carrément. TikTok. Ça, les gens pourront aller voir. Ou alors ils t'enverront des DM. Alors, ça sort quand le premier tip? Ouais. Ouais, j'ai 2-3 trucs sur ma page Insta, mais c'est du boulot aussi. Et, oui, ça c'est sûr que c'est du temps et les semaines sont pas rallonges quand t'es toi-même sportif, que t'es psychologue, préparatrice mentale, et puis il faut s'occuper du quotidien, et puis il faut faire un peu la fête, et puis en plus il faut faire des vidéos. Tu vois, c'est pour ça le Trabendo faut qu'il saute. Compliqué. Ouais, c'est vrai. Compliqué, le choix est dur. Ok. Super Léa, j'ai des petites questions de fin que je pose à tous mes invités à peu près. C'est quoi ton son que t'écoutes quand t'as une grosse séance? Nous on dit pour PR les forceux, mais quand tu vois que t'as une grosse barre, qu'est-ce que t'écoutes dans le café? Dubstep. Hein. Let's go. Dubstep, ouais. Je fais pas autre chose. Mais en fait, toute ma séance c'est de la dubstep. Un peu de trance quand c'est plus doux et de la dubstep, ouais. C'est validé. Ah ouais, c'est validé. En plus là-dessus, d'ailleurs j'en parlerai dans le podcast avec Nassim. On parle des effets de la musique. Ce jour à la nuit. Hein.
C'est incroyable. C'est le jour et la nuit. Et il y a réellement un effet physiologique Ouais. sur toi, sur ton rythme cardiaque, ta respiration, etc. Et donc, quand tu veux de la motivation, quand tu veux te bouger, bah, vaut mieux écouter quelque chose de rythmé plutôt qu'une berceuse, quoi. Ça, c'est clair. Ça, C'est clair. Ouais. Ton mouvement préféré entre squat, bench et soulevé de terre? Soulevé de terre. Soulevé de terre? Okay. Ouais. Tu tiens en tradi ou en Oh, sumo? bench, j'aime bien aussi. Quoi? Ah non. Bench, ah ouais. T'aimes pas? C'est le bench qui m'aime pas. Moi. Ah ouais? Ouais, Pourquoi? Oh, c'est terrible. C'est mon pire mouvement des 3, mais on va pas revenir là-dessus parce que je vais me faire charrier. Ah ouais? On en parlera en off. Oui, si tu veux, c'est sur YouTube de toute façon. Les gens voient. Mais ok, d'accord. Ouais, soulevé de terre. Bah, en tradi ou en sumo? En sumo, je préfère. Ok. En sumo. Mais là aussi, parce que c'est plus facile pour moi vis-à-vis de mes blessures. Ouais, bien sûr. Et le squat, en fait, je me suis aussi fait rallonger on m'a cassé le talon, on m'a enlevé des os, on m'a désinséré, réinséré des tendons, et on m'a coupé le tendon d'Achille pour le rallonger. Je veux pas des trucs comme ça. Rien que d'en parler, je... Désolée, oh, si j'avais su. Et comment ça se fait? Bah ouais, malformation, le pied qui part vers l'intérieur. Quand tu m'as dit ça, je pensais que t'avais peut-être juste un peu raboté là. Non, tu sais. ouais, non, ouais, ça se fait couramment, entre guillemets. Ouais, non, c'est sûr que casser le talon et longer le... Ah non, ouais, non, dans ma tête, il y a un mec comme ça avec un marteau là. Ouais, gros chantier. Mais attends, j'étais réveillée pendant l'opération. Ah C'était mortel. Mais ils t'ont pas endormi? expérience, bah ils m'ont anesthésié, mais localement. Pourquoi ils t'ont pas endormi? Bah c'est quand même mieux pour ton corps si tu peux. Si tu peux le faire sans anesthésie générale, c'est quand même mieux. Ton corps, il a pas. Et ton esprit là? C'est une expérience particulière. Hein. Tu t'entends, il y a des mecs qui doivent être là, la scie sauteuse là. Bzzz, et attends, au marteau piqueur et tout. Bah ouais. Ah ouais, non, t'avais tous les bruits. Et tu sais, au plafond, dans le bloc, t'as des carrés un peu réfléchissants. Donc tu voyais? Bah, c'est ultra flou, mais tu vois les trucs bouger, donc tu cogites, t'imagines. Puis à un moment donné, il y a le chirurgien qui me dit « Ah, c'est super et tout, vous voulez voir ?» Je dis « Mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment ça, je veux voir ?» Parce que peut-être t'as un champ qui te cache. Ouais, bien sûr, allongé, voilà. Et il me dit « Si. » Et je sens juste qu'il lève ma jambe. Moi, j'étais encore allongée. Il me dit « Relevez-vous, c'est bon. » Et je me relève comme ça, je vois mon pied ouvert. Et franchement, pendant 5 minutes, j'étais pas bien. Oh non. Ça a duré 2 secondes, j'ai dit ok, j'ai vu. Je dis bon bah. Refermez le pied en fait. Là c'est bon. Je veux partir d'ici maintenant, je veux plus. Ah la vache. Ouais. Je sais pas pourquoi j'en suis venue là, ouais. Mais oui, non, par rapport courageuse. Moi, je suis flippette pour être comme ça. Bah, en fait, ça s'est passé, j'ai pas trouvé le choix, ça s'est fait, j'ai fait wow. Ah, mais moi, j'aurais été endormi, moi, déjà. J'ai dit, mon pied, il est pas si mal, voilà, il est un peu, voilà, mais pas grave. Mais t'es la piqueuse. Ah ouais, non, là, oh la vache. Ouais, bah, expérience de fou, en vrai. Je suis contente, du coup, de l'avoir fait. J'appréhendais un peu, je vais pas mentir, mais je suis contente de l'avoir fait. D'accord. Comme ça. Mais ouais, donc du coup, ce qui m'embête le plus maintenant, c'est mon tendon d'Achille. Pas étiré. Voilà, qui, ouais. Pas stretch. Ouais. Vraiment, ça va mettre du temps. Le chirurgien m'a dit que c'était vraiment le plus long. Donc voilà, même sur le squat, tu vois, ça, c'est un peu compliqué. Pas trop de mobilité et tout. Donc soulevé de terre. D'accord, soulevé de terre. Ouais. Pas mal. Ok, d'accord. Ouais. Est-ce que tu prends des trucs en intra-training ou pas? Si oui, quoi. En ce moment, pas du tout. Rien. L'eau. Rien, mais vraiment rien. Même en dehors, rien du tout en ce moment. J'ai envie de reprendre un peu de whey, un peu de BCA. Là, tu prends pas de complément alimentaire? De quoi? Tu prends pas du tout de complément alimentaire? En ce moment, non. J'en ai pris à des périodes. J'ai pris des trucs pour sécher, de la L-carnitine, des trucs comme ça, pour sécher un petit peu à des moments. J'ai pris de la whey, j'ai testé plusieurs whey, j'ai pris des pré-workouts, j'en ai testé plusieurs aussi. D'autres plus trash que d'autres. T'arrives en 2 secondes, t'es rouge de partout. C'est un bétalanine, ça. Ouais. Bon, pas mal, mais j'aime bien aussi me dire que... T'es capable sans. Ouais. Et que vraiment, quand j'en ai besoin, c'est sur une période bien définie et
que du bonus. Et... Ouais, bien sûr. C'est encore une fois, on revient dans ce fameux juste milieu, mais c'est vrai que quand il y a une très facile accoutumance au pré-workout, ton corps, quand tu fais toutes les semaines, tout le temps, en fait, ton corps il s'habitue, quoi. Et donc, au bout d'un moment, t'es obligé d'augmenter la dose de caféine, et puis au bout d'un moment, ça devient un peu. Bien sûr. Quand tu fais des crises de tétraplégie, c'est un peu relou, quoi. Bah, tu m'étonnes. Moi, je préfère boire mon petit thé vert 1 heure ou 2 avant le training, et c'est bon, tu vois. Ouais. Ok. Normalement, d'habitude, je demande des anecdotes de compétition, mais du coup, quand tu feras ta première compétition de force athlétique, tu reviendras nous dire. Ouais, carrément. Je fais une petite compète en boxe toute mignonne. Mais t'en as déjà fait alors? Comment ça s'est passé? Bah, bien. J'ai gagné mon combat. Let's go. Ouais, c'était. Par KO ou par. Non, c'était de la technique. C'était pas du combat. D'accord. Tu fais quoi, de la boxe anglaise? Française. Ah, ouais. Okay. Ouais. Mon atout, c'est les jambes, du coup. Ah oui. Mais comment tu fais avec ton pied? T'arrives quand même Bah, du coup, avant que je me blesse sur ce pied un peu pourri, non, ça allait très très bien. Même maintenant, je reprends un petit peu, mais je peux plus sautiller dans tous les sens. Je pourrais pas refaire un combat là tout de suite, en tout cas. Mais j'ai bien envie. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ok. D'où elle est venue cette passion pour les sports de combat? J'ai commencé très tôt par le karaté. Cette passion pour la bagarre. Ouais, la bonne bagarre. Ouais, j'ai commencé très tôt le karaté. Mon grand frère en faisait aussi. J'ai grandi avec mon grand frère. Donc, il y avait mon père, mon frère et ma mère. Il y avait une dominante plus masculine finalement à la maison. Ouais. Et voilà, plus tendance aux jeux vidéo, aux jeux de bagarre, au sport. Tekken. Street Fighter. Voilà, dans tous les sens, Mortal Kombat, tout ce que tu veux, c'était incroyable. Donc tu joues aux jeux vidéo? Ouais. Tu sais que j'ai une théorie là-dessus. Bon, les gens ont marre d'écouter ma théorie parce que je le sors tout le temps. Mais tous les hardcore go muscu sont des anciens hardcore gamers. Ben, ça m'étonnerait pas non plus. Ah oui. Enfin, je dis que c'est une théorie, mais c'est un théorème en fait. C'est prouvé. C'est prouvé par moi-même. Ouais, ça m'étonnerait pas. Hein. Mais je saurais plus dire exactement, mais il y a des études là-dessus en psycho. Sur les jeux vidéo et les muscu. Ouais, pas forcément sur la muscu, mais sur les capacités. J'ai même un ami, mais j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il il fait de la recherche sur l'armée, justement, les mecs de l'armée, et sur ce que peut leur apporter l'entraînement au shoot en arcade, là. En arcade, ouais. Voilà, ou je sais pas comment c'est organisé, mais comment ça peut après transférer sur... Ouais, voilà. Donc, effectivement, les jeux vidéo, quand même, neurologiquement, créent des connexions que t'as pas si tu... Mon père m'a toujours dit, alors après, peut-être que c'est faux, hein, mais non, c'est vrai ce qu'il m'a dit, mais peut-être que ça n'a aucun lien, que quand j'étais petit, quand je coloriais, je dépassais tout le temps sur les coloriages. Et quand j'ai commencé à jouer à Game Boy Color, j'ai arrêté de dépasser. Ah. Ouais. Alors je sais pas si c'est lié ou pas, et tout, tu vois. Mais il m'a dit qu'il y a eu un avant-après à ce moment-là, tu vois. Bah effectivement, il y a moyen que le cadre de la Game Boy t'ait permis d'intégrer la notion de limite, en fait, tout simplement. Ce qui n'était pas forcément évident sur une feuille, mais qui l'était plus sur la Game Boy. Pokémon Emerald. Ah ouais. Excellent. Top. Bah, super, merci beaucoup Léa. On arrive très vite à la fin de ce podcast. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux? Eh bien écoute, j'ai ma page Mental & Co sur Instagram. Je publie aussi sur le même nom Mental & Co sur TikTok, les mêmes vidéos sensiblement, voilà, parce que j'ai pas le temps de faire deux contenus différents. Tous comme ça, d'accord. Bon, voilà. On est tous pareil. C'est que des rediffs, hein, TikTok. Et puis après, sur mon site leachartier.fr. Très belle landing page, du coup. Ouais. Merci, mais c'est cool d'avoir ce retour, tu vois. Non, vraiment, elle est bien. Très appréciable. Et puis après, sinon, si on veut prendre rendez-vous, c'est soit sur mon site, soit sur Doctolib, soit sur Care, qui est une plateforme de visioconférence, de téléconsultation, pardon. Ah, d'accord. Où tu peux prendre tes rendez-vous là aussi. Donc voilà. Top. Voilà. Merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Je rappelle
Si vous avez kiffé ce podcast, si vous l'écoutez pendant votre séance, j'espère qu'on vous a bien motivé, que vous avez passé une bonne séance. Tous ceux qui nous écoutent aussi dans la voiture, je sais qu'il y en a qui font pas mal de trajets, qui écoutent les podcasts dans la voiture. C'est top. Pensez à vous abonner si vous êtes sur YouTube, à lâcher un petit commentaire, même sur les plateformes. Maintenant, on peut lâcher des petits commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast. C'est vraiment ça qui aide, j'en perds mon micro, à faire progresser le podcast. Et surtout, le meilleur moyen que vous pouvez nous faire, c'est en parler autour de vous. Le podcast, vraiment, ça se partage. Si vous retrouvez un petit peu de valeur et que ces podcasts vous aident dans votre quotidien à vraiment appliquer tous ces conseils à votre entraînement ou à votre style de vie, n'hésitez pas à en parler à un de vos potes, à une amie, à un pote qui peut trouver ça utile. Et puis encore une fois, un grand merci à Jimkey de nous sponsoriser. C'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos chaque semaine. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou dans un prochain podcast. Merci Léa. Merci à toi. Nous, on se retrouvera peut-être au Trabendo du coup. Ouais, carrément.